Des rivières polluées, c'est le prix de la croissance économique chinoise. Ruo Daishan, lui, se bat pour changer les choses et depuis 15 ans, son engagement lui a valu coups, insultes et persécutions. Aujourd'hui, il se rend dans sa région natale, à Huanmingying, un village de l'est du pays. Depuis qu'il a perdu sa mère et l'un de ses meilleurs amis, tous deux emportés par le cancer, il ne veut plus se taire. Il a abandonné son poste dans un journal pour enquêter en indépendance sur la pollution du fleuve Huai. Ses reportages photos ont été publiés dans toute la Chine et font de lui l'un des plus grands défenseurs de l'environnement du pays. Grâce à ses recherches, Ruo Daishan a révélé l'existence de nombreux villages du cancer dans le bassin du fleuve Huai. La plupart des habitants apprécient son travail car il est le seul à enquêter sur le terrain. Cette rue, les villageois l'appellent la rue du cancer. Chaque famille compte au moins une victime. Dans cette famille là-bas, la dame souffre du cancer de l'estomac. Elle doit rester allongée. Et leur voisine, Kong Equin, a le cancer des intestins. Juste à côté, M. Sun Fingjun a le cancer de l'œsophage. Et là devant, c'est Liu Yuji. Elle est atteinte du cancer des os. On va rendre visite à ces personnes. Bonjour, il y a quelqu'un? Bonjour. Sun Fingjun a un cancer de l'œsophage. Comment vas-tu? J'ai mal partout. Tu es maigre. Tu as l'air très affaibli. La voisine, Liu Yuji, souffre elle aussi d'un cancer depuis plusieurs années. Bonjour, je peux entrer? Comment ça va? Quand je bois, j'ai des éruptions cutanées et je garde dans la bouche un arrière-goût amer. Je ne peux plus manger et je n'ai pas de force pour marcher. Et puis je suis couverte de boutons. Je me sens extrêmement faible. Depuis que je suis malade, tout mon corps me fait mal. J'ai les os et les articulations enflées. Les médecins ont mis longtemps avant de trouver ce qu'elle avait. C'est dans une clinique en ville qu'ils ont finalement diagnostiqué le cancer des os. Les analyses de leur puits ont révélé que l'eau contenait des teneurs en métaux lourds 3000 fois supérieures au seuil autorisé. Les voisins, Ruo les connaît bien aussi. Il a collecté de l'argent pour financer l'opération de Kong Equin. Il y a 8 ans, elle a dû subir l'ablation d'une tumeur intestinale. À l'époque, son mari avait même envisagé de vendre leur petite fille pour financer le traitement coûteux. Parfois, je peux à peine me déplacer. La douleur m'empêche de bouger. Dans ces moments-là, j'aimerais mourir pour échapper à la souffrance. Le cancer ne se déclare pas tout de suite. Ça commence par une diarrhée chronique et avec le temps se développent les cancers, principalement du foie, de l'estomac et de l'intestin. Nous avons collecté et analysé des données sur 8 ans. Les résultats montrent qu'ici, il y a beaucoup plus de décès que dans d'autres régions. Le taux de cancer dans ces villages est 15 à 24 fois plus élevé qu'ailleurs. Le canal d'irrigation du village est un cocktail de polluants nauséabonds. La vase contient des métaux lourds et de nombreux composés chimiques cancérigènes. Depuis des dizaines d'années, les champs sont arrosés d'eau toxique qui a infiltré la nappe phréatique et a contaminé les puits.
Le fleuve Huai est loin d'être un cas isolé. Dans l'est de la Chine, la plus vaste région industrielle du monde, les rivières sont presque toutes devenues de gigantesques égouts. À l'heure actuelle, les innombrables usines déversent des milliers de tonnes de substances toxiques dans les eaux fluviales du pays. Malgré les nouvelles lois élaborées par Pékin, les gouvernements provinciaux sanctionnent rarement les industries textiles et chimiques. Les autorités locales et les entreprises n'ont qu'une idée en tête, le profit immédiat. Mais les ouvriers des usines ne sont pas les seules victimes. Les habitants des bassins fluviaux subissent également les effets de la pollution. Le combat de Ruo Daishan rappelle celui de David contre Goliath. S'il n'a pas encore vaincu les géants industriels grâce à son action, les questions de pollution sont de plus en plus présentes dans la presse. À Senqiu, sa ville natale, il a créé un centre pour le sauvetage du fleuve Huai où se rassemblent des militants déterminés. Depuis plus de 10 ans, Ruo dénonce la situation alarmante du bassin fluvial. Ses reportages sont diffusés sur Internet et dans les médias nationaux. Ces photos, souvent choquantes, ont été récompensées par des prix en Chine, lui permettant ainsi de financer son travail. Des donateurs privés le soutiennent, mais son champ d'action reste extrêmement réduit. Ses fils l'accompagnent souvent sur des sites pollués. Sans masque de protection, le danger est souvent mortel. À peine un mois après ce reportage photo, 6 paysans sont morts et 4 autres ont été blessés après avoir puisé de l'eau dans la rivière. Ils voulaient irriguer leurs champs et en enlevant avec leur seau l'écume qui s'était déposée, ils ont inhalé une émanation toxique qui leur a fait perdre connaissance. C'était du gaz d'hydrogène sulfuré. Quand l'ambulance est arrivée, il était déjà trop tard. Min Jie, le fils cadet de Ruo, a fait des études d'art. Il aide son père dans ses reportages photos. Avec son fils aîné, Ruo a créé 8 stations de protection de l'environnement le long du fleuve. Des volontaires locaux surveillent le cours d'eau en parapente et signalent l'apparition de foyers de pollution. Lorsqu'il détecte un nouveau cas, Ruo appelle le ministère de l'Environnement à Pékin, car les autorités locales ne réagissent qu'à la pression des instances supérieures. Parfois, la situation s'améliore. Mais quelques mois plus tard, c'est comme si rien n'avait changé. En 2010, pendant la saison sèche, nous avons constaté une détérioration de la qualité de l'eau. De nombreux indicateurs comme le manque d'oxygène ou la présence d'ammoniac en attestaient. L'eau sentait mauvais et la surface était recouverte d'écume. L'été, nous avons relevé les mêmes résultats. L'eutrophisation a favorisé le développement de bactéries et la couleur rouge du fleuve a viré au vert. Plusieurs fois par an, Ruo prélève des échantillons d'eau pour déterminer le degré de pollution. Il analyse également les transformations de la vie aquatique. Les poissons meurent en grand nombre et présentent des anomalies pathologiques. L'engagement de son père a inspiré un portrait à Min Jie, qui lui a offert pour son anniversaire. Depuis plus de 10 ans, mon père lutte pour la protection du fleuve Huai. On lui a fait beaucoup de tort. Il a subi mépris, diffamation et même coups et blessures. Mais c'est toujours la même vitalité qui l'anime dans son combat pour le bien. Il a les yeux très fatigués, ils sont tout rouges. Son regard en dit long sur ce qu'il a vécu. Mais en même temps, ses yeux brillent d'une détermination qui anime tout son travail.
Notre engagement militant ne nous procure qu'un revenu très faible. Et d'une année sur l'autre, nous ne sommes pas sûrs d'obtenir des financements. C'est pourquoi, si nous continuons ces actions aux côtés de notre père, nous n'aurons peut-être pas d'avenir. Après la pluie, lorsque le smog se dissipe, Pékin, centre décisionnel du pays, prend une allure futuriste. Chaque année, le gouvernement investit des milliards d'euros pour l'essor économique du pays. Mais tandis que les gratte-ciel poussent comme des champignons, la protection de l'environnement est laissée à l'initiative privée de citoyens engagés qui ne disposent que de moyens très limités. C'est dans l'un de ces immeubles de bureaux que le siège chinois de Greenpeace s'est discrètement installé. Le groupe de 60 activistes enquête sur les foyers de pollution et organise des actions dans tout le pays. Ils sont les pionniers chinois de ce mouvement écologiste qui n'en est qu'à ses balbutiements. L'équipe de Li Yifang a publié des chiffres effarants. 320 millions de personnes en Chine n'ont pas accès à l'eau potable et 190 millions de Chinois consomment de l'eau polluée par des produits chimiques dangereux. Le service de contrôle des substances chimiques toxiques au sein du ministère de l'Environnement se compose de 10 personnes en tout. C'est comme si un bébé devait contrôler un géant. C'est insuffisant. Jusqu'à présent, le gouvernement a sous-estimé le problème. C'est pourquoi nous effectuons des analyses d'eau et recueillons les données. Il n'y a pas de prescription juridique et les autorités locales ne procèdent à aucun test. Nous le faisons à leur place et leur montrons la gravité de la situation. L'année dernière, Greenpeace a publié cette vidéo sur Internet. Près de la ville de Hangzhou, So Guantong et sa femme se battent contre la pollution dans leur région. Aujourd'hui, les égouts sont rouges. Et demain, ils seront peut-être verts. Puis le rouge revient, et ainsi de suite. Des produits toxiques se déversent dans l'eau 24 heures sur 24. La situation est dramatique pour nous autres riverains. Avec les crues, les égouts pénètrent dans notre système d'eau potable. Cela dure depuis 20 ans et jusqu'à présent, personne n'a jamais agi. C'est désespérant. Faut-il attendre encore des décennies pour que ça change ? Dans le bassin du fleuve Qiantang, des dizaines de milliers d'habitants sont concernés par la pollution de l'eau. Au cours des 20 dernières années, le couple n'a cessé d'adresser des pétitions aux autorités locales, mais en vain. Pendant ce temps, les cas de diarrhée, d'éruptions cutanées et de cancer ont fortement augmenté. Le fleuve et l'eau du robinet sont contaminés et les riverains n'utilisent plus que de l'eau de pluie pour arroser leur jardin, se laver et boire. Les responsables sont bien connus, mais ils n'ont jamais fait l'objet de poursuites. Les substances chimiques continuent d'être évacuées dans le fleuve sans épuration préalable. Au début, nous ne faisions ni prélèvement ni photo. Nous avons toujours téléphoné au service de l'environnement à Xiaoshan et ils promettaient de passer. Mais le jour où ils sont venus, il n'y avait pas d'écoulement d'eau polluée. Alors ils ont dit qu'ils ne voyaient pas de preuves. Que voulez-vous qu'on fasse ? Puis nous avons commencé à prélever des échantillons d'eau. Nous avons rappelé le service de l'environnement, mais on nous a répondu que nos preuves ne valaient rien. Finalement, nous avons pris des photos pendant nos prélèvements, lorsque l'eau du fleuve était rouge. Mais ils nous ont dit qu'il n'y avait rien à faire contre la couleur. Elle ne pouvait pas être filtrée.
Que voulez-vous qu'on dise encore? Ils ont toujours une excuse. Mais Wei Dongying n'a pas baissé les bras. Elle a commencé à distribuer des centaines de questionnaires à ses voisins et 60 personnes ont répondu. Beaucoup ont décrit leurs problèmes de santé. 10% souffraient du cancer. Certaines personnes n'ont pas rempli le questionnaire ou ne me l'ont pas rendu. D'autres en ont envoyé une copie aux autorités locales pour dire « Regardez ce que fait Wei Dongying ». Les autorités m'ont demandé d'arrêter. Ils ont dit que si les gens avaient le cancer, c'est qu'ils étaient déjà malades. L'usine chimique n'était pas en cause. Alors je leur ai posé une question. Mais comment se fait-il que ces gens soient tombés malades? Et ils ne trouvaient plus rien à me dire. Nos analyses d'eau à cet endroit ont révélé la présence de substances chimiques cancérigènes et de perturbateurs endocriniens. Quand nous avons publié ce rapport l'année dernière, la réaction du gouvernement provincial a été plus positive que ce que nous avions imaginé. Nous pensions qu'il serait en colère et contesterait les résultats. Mais au lieu de cela, il a reconnu le problème des substances toxiques. Et c'était une première. Au cours des 3 dernières années, les actions de Greenpeace ont fait l'objet de 10 000 articles de presse en Chine. La volonté d'informer sur les problèmes environnementaux commence à s'imposer. Greenpeace se sert aussi du réseau social Weibo, un équivalent de Twitter. L'effet de surprise créé par cette séance photo dans les égouts d'une teinturerie a permis à Greenpeace de pénétrer dans l'usine. Nous avons voulu montrer que l'industrie de la mode n'était pas uniquement glamour. Et ce problème ne concerne pas seulement la Chine ou les habitants proches des usines. Les produits toxiques utilisés pour la fabrication sont toujours présents sur les vêtements que nous achetons en magasin. Nous avons fait des tests sur 100 vêtements de marque dans 20 pays différents. Les résultats ont montré que les substances toxiques présentes dans les égouts le sont aussi sur les vêtements. Ce qui se passe ici touche donc également les consommateurs en France et en Allemagne. Certains fabricants ont promis de renoncer aux substances toxiques à partir de 2019. C'est un premier pas qui arrive cependant trop tard pour beaucoup de victimes. Progressivement, la Chine prend conscience des dangers que représente la pollution de l'eau, et c'est en partie grâce à Ruo Daishan. Jusqu'à présent, il s'est déjà rendu dans 400 villages du bassin du Ruai pour avertir l'opinion des problèmes environnementaux. Aujourd'hui, il veut créer une centrale de purification d'eau dans le village de Dongkunsunlu. La construction du réservoir a été réalisée avec les habitants du village. Il y a quelques années, un Chinois résidant au Japon avait vu un reportage sur Ruo Daishan et lui avait conseillé un système microbiologique qui permet de rendre l'eau potable. La technique a fait ses preuves et Ruo et ses fils équipent les villages les uns après les autres grâce aux subventions de donateurs japonais. Ces dernières années, nous avons mis en place 28 installations d'eau potable qui profitent à 10 000 personnes. Et le cancer recule lentement. Dans certains villages, pourvus de ce système, il n'y a plus eu de nouveaux cas de cancer depuis 5 ans. Nous avons également discuté avec le ministère provincial responsable de l'eau et de la technologie pour qu'il équipe tous les villages qui en ont besoin.
Mais malheureusement, ça n'a rien donné. Ruo et ses fils continuent d'espérer qu'un jour, leur solution sera adoptée à grande échelle. On me demande souvent pourquoi je fais faire à mes fils ce travail environnemental mal payé. Ils gagneraient bien plus avec un autre emploi. Je trouve que dans notre société, il y a assez de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ce qui manque, ce sont des personnes conscientes et responsables. J'espère que les jeunes générations le comprendront, qu'elles feront preuve de respect envers leurs semblables et envers toute forme de vie. À Pékin, le célèbre blogueur chinois Ding Fei et ses jeunes collègues activistes luttent eux aussi pour la préservation de l'environnement. Ding Fei est journaliste et décrit les difficultés sociales en Chine. Il est le fondateur d'une organisation qui finance des cantines scolaires à la campagne. Il a récemment lancé le projet de l'eau potable pour les écoliers et s'inspire du militantisme de Ruo Daishan. Il organise des conférences de presse pour faire connaître l'initiative. Son message bénéficie d'un accueil favorable dans les médias nationaux. Ding Fei veut collaborer avec Ruo Daishan, apprendre de ses expériences et essayer d'obtenir enfin des subventions publiques pour améliorer la qualité de l'eau. Les actions de Ruo Daishan ont d'ores et déjà été récompensées par des prix. Ensemble, les activistes espèrent être de plus en plus influents. Depuis l'introduction des réformes économiques, nous ne cessons de ravager la nature. Comment expliquer cela? C'est le modèle de développement chinois. Il ne suit aucune logique économique. Il est ambitieux et sans scrupules. Et ne s'intéresse qu'au succès immédiat. Mais notre modèle n'a pas seulement dévasté les ressources naturelles. À l'heure actuelle, il menace la santé de millions de personnes. La richesse générée par notre société se retourne contre nous. C'est une victoire à la Pyrrhus. En d'autres termes, un échec. Nous ne réglerons ce problème qu'avec l'aide des plus hautes instances du gouvernement. Ruo Daishan a rarement vu le monde industriel prendre ses responsabilités. Mais il rencontre parfois des exceptions, comme cette grande teinturerie de cuir. Après plusieurs années de négociations, elle a enfin construit une station d'épuration. Les reportages de Ruo Daishan et les protestations des habitants sont remontés jusqu'à Pékin, qui a fait pression sur le gouvernement provincial. Et la direction de l'usine a dû céder. Dans le traitement du cuir, on trouve des composés de chrome et des métaux lourds en très grande quantité. Avant, ces agents hautement toxiques étaient directement évacués dans le fleuve. Aujourd'hui, ils passent par une station d'épuration conçue en partenariat avec l'université du Henan. D'autres usines pourraient également faire traiter leurs eaux usées ici, mais les autorités locales n'ont pas encore donné leur autorisation. Nous contrôlons régulièrement nos eaux usées pour être sûrs de ne pas dépasser les limites légales. Et nous transmettons ces données au gouvernement provincial. La Chine compte en tout et pour tout 57 usines qui respectent les normes environnementales. Ici, dans la province du Henan, il n'y en a que 3. 57 usines exemplaires sur les centaines de milliers qui continuent de polluer les cours d'eau chinois. Le chemin est encore long pour être conforme aux standards occidentaux.
Ruo Daishan sait que si l'État n'impose pas des contrôles plus stricts et de lourdes sanctions, son combat restera limité. Quand je visite les villages et que je parle avec les habitants, cela m'attriste toujours. C'est ce qui m'a poussé à vouloir changer les choses et améliorer la situation. Je ne veux pas mourir sans avoir entrepris quelque chose. Et j'espère bien réussir dans ma croisade. Pari gagné. Pour la première fois depuis 15 ans, une commission d'État va se pencher sur son projet d'eau potable. Une rencontre avec les villageois est même prévue.